Un trou noir, c'est un aspirateur inversé, c'est-à-dire qu'il fait ses jets comme ça, et il enlève toutes les feuilles. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette table ronde dans laquelle nous allons parler trou noir. Alors mystérieux, omniprésent dans la culture populaire et notamment dans les films de science-fiction à l'instar d'Interstellar, sont-ils vraiment ces aspirateurs de matière et de lumière, ces créateurs de spaghettis comme on l'entend parfois dire? Alors pendant une heure, nous allons faire le point sur l'histoire et la science des trous noirs avec deux physiciens du CEA, l'un théoricien, Antoine Bourget, qui travaille à l'Institut de physique théorique du CEA à Saclay et l'autre plutôt observateur de trous noirs et auteur d'un livre sur les trous noirs et la face cachée de l'univers, David Elbaz, qui travaille à l'Institut de recherche fondamentale sur les lois de l'univers au CEA à Saclay. Tous les deux, avec votre approche complémentaire, vous allez répondre à des grandes questions qu'on se pose sur les trous noirs. Comment vous allez? Très bien. Très bien, merci beaucoup. Alors pour commencer cette épopée, on va revenir à la définition même de ces astres célestes. Et pour commencer, j'ai une question assez basique, enfin presque basique. David, c'est quoi un trou noir? Alors, un trou noir, c'est l'objet le plus dense qui existe dans l'univers. C'est la plus grande concentration de matière qui existe dans l'univers. C'est une concentration qui est si grande que rien ne peut en sortir, même la lumière ne peut pas en sortir. Alors, pour donner un exemple, pour qu'on puisse tous comprendre, même si c'est un exemple un peu classique, si je prenais cette planète Terre qui est ici et que je la comprimais, que je la comprimais au point qu'elle devienne aussi petite que cette bille, alors la Terre deviendrait un trou noir. Et que se passerait-il? Eh bien, si on était à la surface du trou noir, on ne pourrait plus échapper à sa gravité. Aujourd'hui, pour quitter la Terre, une fusée doit partir à 40 000 km/h, 11,2 km par seconde. Mais si la Terre était toute comprimée, si on était dans cette même masse, mais toute comprimée comme ça, et si la Terre était un trou noir, alors il faudrait dépasser la vitesse de la lumière pour quitter la Terre. Et donc, eh bien, aucune lumière ne pouvant en sortir, c'est un trou noir. D'ailleurs, tu dis qu'aucune lumière ne peut en sortir, c'est un trou noir, mais finalement, pourquoi on les appelle trous noirs? Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que ce n'est pas pour une raison scientifique. C'est étonnant parce qu'on a longtemps pensé à différentes théories, et puis un article a été publié récemment qui refait un peu l'historique et qui a retrouvé l'origine du terme de trou noir. Alors quelle est l'origine du terme de trou noir? On est en 1756 à Calcutta. Les Indiens de la Compagnie orientale des Indes occupent le port de Calcutta et le nabab du Bengale, Siraj-ud-Daulah, n'en peut plus. Alors il les enferme, 146 d'entre eux, dans une toute petite cellule, si petite que la lumière ne peut pas en sortir. C'est pour ça qu'on l'appelait le trou noir de Calcutta. 23 personnes seulement vont en ressortir, dont quelqu'un, John Zephaniah Orwell, qui va écrire une lettre. Dans cette lettre, il raconte son malheur. L'Angleterre, lisant ça, va utiliser ce traumatisme pour justifier d'envahir davantage les Indes. Et qu'est-ce qui va se passer? En 1961, un scientifique donne une conférence, Robert Dicke, et là, au moment où il doit expliquer que lorsqu'une étoile a épuisé l'ensemble de son réservoir nucléaire et qu'elle s'effondre gravitationnellement jusqu'à être ultra compacte, il n'en peut plus. Il dit « c'est un trou noir, comme le trou noir de Calcutta ». Une journaliste qui entend ça écrira « l'univers pourrait être parsemé de trous noirs ». La légende des trous noirs est née comme ça. Incroyable. Cette histoire est incroyable, je ne la connaissais pas du tout. Et en parlant d'histoire, c'est vrai que des trous noirs, on en voit beaucoup dans de la fiction, notamment dans le célèbre film Interstellar. Et Antoine, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer, dans le film, on entend parler beaucoup de singularité, d'horizon des événements, en quoi ça consiste? L'horizon des événements, c'est vrai que c'est ce qui définit de façon un petit peu formelle le trou noir. Parce que c'est vrai que c'est pas très facile de dire ce que c'est qu'un trou noir. Alors on peut dire comment on en forme, on a dit qu'il suffit de comprimer une masse suffisamment, comme David le disait. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le trou noir? Quand est-ce qu'on sait si on l'a fait assez? La caractérisation, c'est la définition qu'il donnait, que rien ne puisse en sortir, y compris la lumière. Mais ça, ce n'est pas encore une définition qui est suffisamment satisfaisante pour les relativistes, qui sont des gens très précis. Et donc, ils ont compris qu'on peut définir un trou noir comme une zone de l'espace-temps, d'où la lumière, et donc n'importe quelle autre particule massive, mais en particulier la lumière, ne peut pas aller à l'infini. Donc il faut définir une notion d'infini, donc ça va être dans l'univers, infiniment loin, et la zone de l'espace-temps à l'intérieur de laquelle on ne peut pas sortir, c'est ça qu'on va appeler la frontière de cette zone, c'est ça qu'on va appeler l'horizon des événements. Et on dit qu'il y a un trou noir s'il y a un horizon des événements. Et alors on reviendra peut-être après sur les subtilités qu'il y a dans cette définition. En fait, ce n'est pas si évident. On a tendance à croire qu'à l'horizon des événements, peut-être qu'il se passe quelque chose de radical, il y a une espèce de frontière là. En fait, non, pas du tout.
en tout cas pas tout le temps. Et il y a même des cas où, par exemple, si on regarde la formation d'un trou noir par effondrement d'une étoile, ou même dans un cas un peu théorique, d'un nuage de poussière qui s'effondrerait, l'horizon, il apparaît au milieu du trou noir, à un moment en fait très tôt dans cette histoire, même avant que la matière ne soit arrivée. Donc en fait, il peut y avoir un horizon sans que personne ne le chasse, dans un espace complètement vide, avec une gravité nulle. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une forte gravité. Et ça s'oppose à la singularité. La singularité, c'est à l'inverse une région où la gravité est infiniment forte. Il y a un certain nombre de quantités qui sont infinies. Et d'ailleurs, il y a une conjecture qui est la conjecture de censure cosmique. Ces singularités, c'est vraiment des endroits un peu problématiques, on y reviendra. Mais la conjecture de la censure cosmique nous dit qu'il y a toujours un horizon qui abrite une singularité. Et donc des observateurs qui sont très loin, finalement, ne recevront jamais de signaux de cette singularité. Donc c'est un petit peu ça qui fait le mystère de ces singularités, c'est que... Et c'est pour ça qu'on dit horizon des événements, et voilà, parce que s'il se produit un événement là-bas, on ne le verra pas. Voilà, c'est ça. C'est tout événement qui se produit à l'intérieur de l'horizon est caché pour les observateurs qui sont loin. Mais pour un observateur qui serait prêt à aller dans le trou noir et à se sacrifier pour la science, enfin ce ne serait même pas pour la science parce qu'il ne pourrait pas communiquer ce qu'il aurait trouvé, mais on pourrait y aller en principe sans réel problème, sauf ce qu'on verra après tout à l'heure. Alors depuis tout à l'heure, David et toi, vous utilisez le terme « un trou noir », mais est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt le terme de « des trous noirs » ? Est-ce qu'au final, il n'y a pas plusieurs types de trous noirs? Comment ça se passe? Alors oui, donc c'est vrai que vu qu'un trou noir, c'est une définition très vaste, c'est juste la présence d'un horizon des événements, il peut y en avoir, a priori, on pourrait croire, de toute forme, de toute matière, de tout type. Et en fait, c'est faux, un trou noir, c'est un objet qui est extrêmement simple, il y en a vraiment de très peu de types, mais il y a quand même des types différents. Le trou noir peut être statique, il peut être en rotation, potentiellement même électriquement chargé, mais c'est tout. Et ça, c'est un théorème célèbre de la relativité générale qui dit qu'un trou noir n'a pas de cheveux ou pas de poils, il y a différentes traductions. C'est-à-dire que ça n'a aucune autre caractéristique que sa masse, son moment cinétique, donc à quel point il tourne, et potentiellement sa charge, mais ce n'est pas très, très physique. Donc ça, ce sont les différents types de trous noirs. Et en tout cas, pour ce qui est des trous noirs statiques, a priori, il n'y a rien d'autre. Et dans l'univers, on s'attend à ce que les trous noirs soient, comme ils sont formés, je pense que David va nous en parler, mais formés par effondrement de quelque chose qui, a priori, va tourner d'une certaine façon. On s'attend à ce que les trous noirs soient des trous noirs en rotation. Ça pose d'ailleurs une question, peut-être qu'on pourra y revenir tout à l'heure, sur qu'est-ce que ça veut dire même qu'un trou noir tourne, vu qu'il n'y a rien, c'est que du vide. Et donc, il y a une notion d'espace-temps qui est entraînée en mouvement de rotation. Et pour la petite histoire, ça s'appelle les trous noirs de Kerr. Ok. Mais moi, j'ai quand même une grande question. Je suis venue ici pour comprendre ce qui pourrait m'arriver si je voulais me jeter dans un trou noir. Parce que dans les films, on a cette image des trous noirs qui sont vraiment des gigantesques aspirateurs. On entend aussi beaucoup parler de spaghettisation. Qu'est-ce qui m'arrive si je m'approche d'un trou noir? Alors, ça va dépendre un peu de la taille du trou noir. L'historique va être un peu différent. C'est un peu comme si je m'approchais d'un requin blanc ou d'une baleine. C'est pas exactement la même chose. Le requin blanc, il a des bonnes dents bien acérées. Donc ça va être les petits trous noirs stellaires. Et puis la baleine, c'est le trou noir au centre des galaxies qu'on appelle les trous noirs supermassifs. Et donc, en fait, comme disait Antoine, au moment où on va passer l'horizon, si c'est un trou noir très grand, alors on est tellement loin du centre où la gravité est très forte qu'on ne ressent pas encore l'effet qui va nous étirer, qui va faire que nos pieds seront plus attirés que notre tête. Et donc on va passer, il ne va rien se passer. Comme dans le film Interstellar, Joseph Cooper rentre dans le trou noir Gargantua et il lui arrive rien. Donc ça, c'est tout à fait réaliste. D'ailleurs, Kip Thorne, qui était le conseiller scientifique du film, a eu le prix Nobel pour ses travaux sur les ondes gravitationnelles, donc c'est tout à fait réaliste. Et puis après, quand on va s'approcher de façon irréductible, on ne peut pas y éviter, échapper, du centre du trou noir, alors là, on se retrouve dans la même situation que si on était près d'un petit trou noir, du requin blanc, donc du trou noir stellaire. Alors, l'attraction gravitationnelle exercée sur mes pieds va être plus forte que l'attraction gravitationnelle exercée sur mes épaules ou sur ma tête. Et ça va faire qu'au début, un effet que moi j'apprécierais, c'est-à-dire ça va me faire un petit régime. Et donc, je vais avoir l'air très svelte, je serai suédois. Voilà. Et puis, je vais passer à l'état suédois, et puis au bout d'un moment, je vais passer à l'état basketteur, grand basketteur suédois, et puis progressivement, je vais devenir un spaghetti. Alors, c'est ce qu'on appelle le phénomène de spaghettification. Alors, ça, c'est ce qu'on imagine. Le seul problème, c'est qu'on est en train d'imaginer là que le centre du trou noir, cette singularité, c'est juste quelque chose qui nous attire gravitationnellement, mais en réalité, c'est une singularité aussi parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est.
Et donc, certaines théories disent qu'il pourrait y avoir, à cet endroit-là, la possibilité de passer dans d'autres espaces-temps, etc. Donc là, je parle juste de la vision un peu classique quand on s'approche. Et puis, les autres théories sont très débattues, et Antoine pourra nous en parler, qui font qu'il y a des espoirs que, peut-être, dans certaines configurations, je pourrais passer ailleurs, dans l'espace, dans le temps, et que peut-être même je pourrais revivre un commencement parce qu'il pourrait y avoir émergence de choses à partir de là. Et là, le trou noir, c'est aussi l'objet, le concept qui permet de libérer complètement l'imaginaire. La réalité, c'est que cette singularité-là, pour l'instant, on n'a pas de théorie pour l'expliquer. Donc, a priori, c'est la spaghetti. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette histoire effectivement de la singularité et de passer dans un autre univers, la singularité qui est inéluctable comme ça dans le futur, elle est là dans le trou noir, donc sans rotation. Mais comme je parlais avant des trous noirs en rotation, en fait, quand le trou noir se met en rotation, la singularité, elle n'est plus au centre, mais elle forme un anneau. Cette singularité n'est plus forcément inéluctable, en tout cas dans le trou noir parfait, en rotation, bien symétrique. Et donc on pourrait effectivement tomber dans le trou noir, traverser l'horizon, et donc là on se dit, ah bah, ça y est, c'est fini. Mais en fait, dedans, il y a un deuxième horizon dans les trous noirs donc en rotation. Et là, une fois qu'on est dans ce deuxième horizon, bah, on peut, effectivement, on n'est plus forcé d'aller à la singularité. On peut l'éviter, tourner un peu autour et puis ressortir. Mais la chose, c'est qu'on ne va pas ressortir dans le même univers qu'au début. Donc, c'est ces choses-là qui sont assez perturbantes. Mais tous ces calculs, ils sont très, très théoriques et très, très mathématiques, on pourrait même dire. Et dans les trous noirs réels, qui sont formés par effondrement d'une étoile, on ne s'attend pas forcément à ce que ça se passe exactement comme ça. Et c'est pour ça, ces histoires qui sont un peu très mathématiques, elles ne sont pas forcément réelles, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut arriver à se passer de ces idéalisations, et c'est de ça à quoi Penrose a contribué, donc on parlera tout à l'heure. En tout cas, en vous écoutant, on comprend mieux au travers de la définition que vous venez de donner pourquoi ça... Attendez, parce que si vous comprenez mieux, c'est qu'on a mal expliqué. Ok, j'y vais. Non, mais en tout cas, dans la définition que vous venez de donner, on comprend mieux pourquoi ça suscite autant d'imaginaire, pourquoi ça titille autant la curiosité des gens, pourquoi ça fait peur aussi, souvent. Et du coup, moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de la détection de ces astres. David, c'est quoi l'histoire de la détection des trous noirs? Oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'idée qu'il existe le concept de trou noir, elle n'est pas arrivée comme ça a pris du temps, et ce n'était pas évident qu'ils existent vraiment. Alors à quel moment on a commencé à voir dans l'univers réel des choses qui nous disent que le trou noir existe? Alors on est en 1963, Martin Schmidt, qui est un radioastronome, regarde des images de sources radio, dont une qui ressemble à une étoile, et il voit un trait de lumière à côté. Il comprend que ça mesure 200 000 années-lumière, c'est super bizarre, et en fait, on va comprendre progressivement que cette étoile, elle est très 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 loin de nous, et qu'elle brille en fait comme 1000 milliards de soleils, et donc ça ne peut pas être une étoile, c'est une quasi-étoile, c'est un quasar, et que la seule source d'énergie capable de faire ça, ça serait un trou noir supermassif au centre de cette source. Ça reste indirect, mais on ne voit pas d'alternative. Un an plus tard, 1964, une source d'émission de rayons X dans notre galaxie qui chauffe la matière à des millions de degrés. C'est une étoile qui tourne autour d'un point invisible. On pense que c'est un trou noir, Cygnus X1, un trou noir d'une vingtaine de fois la masse du Soleil, le trou noir stellaire. En une année, on a des indices de ces deux astres qui sont le trou noir stellaire et le trou noir supermassif. Il faudra attendre beaucoup plus tard, 2001, lorsqu'on a pu combiner 4 télescopes ensemble, les plus grands télescopes, Very Large Telescope, de 8,2 mètres de diamètre du VLT, ensemble par ce qu'on appelle de l'interférométrie, et un instrument qui s'appelle Gravity, où la France a joué un rôle fondamental, pour enfin pouvoir aller percer le cœur de notre galaxie, la Voie lactée, à 2 micromètres, parce que c'est des longueurs d'onde qui doivent être assez grandes pour pouvoir enjamber les grains de poussière et pour qu'on puisse voir dans cette région opaque. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une étoile qui tourne autour de rien. Et ce rien, c'est une masse de 4 millions de masses solaires dans une zone très petite dont on ne voit pas d'alternative à l'existence d'un trou noir. Mais ça reste encore un petit peu indirect. Et puis, en 2015, on capte des ondes gravitationnelles qui, déjà, sont la preuve de la théorie d'Einstein et qui montrent une collision de 2 trous noirs d'une trentaine de fois la masse du Soleil. Et l'objet qui se forme à la suite de ça, lorsqu'il se relaxe, fait un signal d'onde gravitationnelle qui semble être véritablement la signature du trou noir. Thibaut Damour, Luc Blanchet sont 2 chercheurs de très haut calibre français qui ont permis d'avancer d'un point de vue théorique là-dessus, et
pour eux, c'est probablement une preuve de trou noir. Et enfin, dernière preuve, la plus récente, en 2019, après 2 ans d'analyse d'images d'un télescope dont la taille est la taille du globe terrestre. Comment fait-on? On combine 8 observatoires étalés sur toute la planète et on utilise cette fois des photons encore plus grands qui mesurent 1 mm. Et en les combinant ensemble, grâce à des horloges atomiques associées à chacun des télescopes, pour pouvoir suivre les vagues que sont les ondes lumineuses, on arrive, après une analyse d'intelligence artificielle, etc., à faire la première image de l'ombre d'un trou noir, d'une zone un petit peu plus grande que l'horizon, mais là on est tout près de l'horizon, la lumière tourbillonne autour du trou noir, et là c'est imparable. On ne voit pas autre chose qu'un trou noir qui serait possible. Et donc avec toute cette succession-là, il y a eu une succession de prix Nobel, et puis maintenant on est entré dans une ère, depuis très peu de temps, l'ère des trous noirs. Et alors, en parlant de prix Nobel, en 2020, il y a 2 chercheurs et une chercheuse qui se sont partagés le prix Nobel de physique pour leurs travaux sur les trous noirs. Donc, on a Reinhard Genzel, Roger Penrose et la chercheuse Andrea Ghez. Antoine, pourquoi les travaux de Roger Penrose, ils ont démontré que les trous noirs, ils ne sont pas qu'une prédiction théorique, mais qu'ils existent bel et bien dans l'univers? Alors, très bonne question. Et d'ailleurs, ça va permettre de faire l'écho, disons, théorique à le petit historique que David vient de faire. La théorie des trous noirs, on l'a fait souvent remonter très très tôt, au tout début de la relativité générale. Einstein publie la relativité générale en 1915 et quelques mois après, Schwarzschild donne une solution de ces équations qu'on interprète maintenant comme celle d'un trou noir parfait, éternel, etc. Mais c'est une solution très théorique, hein, c'est de ce dont je parlais tout à l'heure. Et pendant longtemps, on s'est demandé si ça avait un intérêt physique quelconque, et on se demandait même, il y avait tout un tas de débats sur qu'est-ce qui se passe à l'horizon, peut-être que c'est mal défini. Il a fallu un moment pour comprendre qu'il y avait des histoires de changement de coordonnées, et d'ailleurs un globe terrestre ici illustre un petit peu les débats qu'il y avait. C'est comme si on disait, pour décrire une face du globe terrestre, on en fait une photo comme ça, donc vous voyez juste un disque, mais alors quelqu'un qui se promènerait ici et qui part de l'autre côté, sur votre photo du disque, on a l'impression qu'il va vers le bord et puis tout s'arrête. Alors qu'en réalité, non, parce que le globe est courbe, il va continuer à marcher et pour cette personne-là, il n'y a aucun problème évidemment à passer derrière. Donc c'est la même chose dans un trou noir, mais il a fallu plusieurs décennies à cause des mathématiques compliquées de la relativité pour comprendre ça. Et d'ailleurs, David disait juste avant la conférence qu'encore en 1939, peut-être que tu peux dire ce qui s'est passé et après je continuerai. Oui, non, c'était en 1939, en septembre 1939, Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, et un autre physicien qui s'appelle Snyder, écrivent un article dans lequel ils disent « C'est tout à fait possible qu'un objet s'effondre et donne naissance à un trou noir ». Un mois plus tard, Albert Einstein écrit un autre article dans lequel il dit « C'est tout à fait impossible qu'un objet s'effondre et fasse un trou noir parce qu'au moment de se former, la matière devrait aller à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible. » Donc ça prouve à quel point c'était pas évident. Voilà. Et ça c'est 39, donc c'est 24 ans déjà après la relativité. Et il faut encore, ensuite la guerre passe, et il faut encore plusieurs années pour que cette idée de trou noir rentre vraiment dans le domaine du possible. Tout s'accélère à partir des années 60, comme tu le disais, 63, 64, les premières observations de ce dont on pourrait penser que oui, ça correspond à un trou noir tel que décrit par Oppenheimer et Snyder. Et donc c'est là que j'en arrive à la réponse à ta question. Qu'est-ce que vient faire Penrose là-dedans? Donc Penrose, c'est un mathématicien à Oxford, mais intéressé par ces histoires de géométrie différentielle et riemannienne qui sont au cœur de la relativité générale. Et lui, il se pose cette question en 63-64, il se dit, bon, mais finalement, alors est-ce que c'est possible qu'il y ait un trou noir? Qui a raison entre ces articles de 1939? Et il se trouve que la relativité générale, c'est très très compliqué, c'est des équations non linéaires, et lui va utiliser des outils radicalement différents. Il va inventer un nouveau concept qui est celui de surface piégée. Donc une surface piégée, c'est différent de l'horizon des événements, c'est pour ça que je le dis pour ne pas confondre. Une surface piégée, c'est une surface en 2 dimensions, donc par exemple une sphère, qui est telle que la lumière qui traverse cette surface, si on suit la sphère créée par les photons, dans toutes les directions, elle va toujours diminuer de volume. Donc ça, c'est la définition d'une surface piégée. Il fait cette définition-là. Et il démontre un théorème qui est mathématique, qui est un théorème de topologie, qui dit s'il existe une surface piégée, alors il y aura en gros un trou noir, c'est-à-dire avec une singularité, un horizon, etc. Et ça, c'est très fort parce qu'il n'a besoin d'aucune hypothèse. Il n'a pas besoin de l'hypothèse que ce soit parfaitement sphérique. Il n'a pas besoin d'aucune de ces hypothèses qui sous-tendaient les modèles classiques dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est vraiment quelque chose d'inéluctable. Par conséquent, il suffit qu'à un moment, il y ait des conditions dans la nature pour qu'une surface piégée se forme, pour qu'un trou noir doive exister. C'est un théorème mathématique.
Or, dans l'effondrement stellaire, si l'étoile est suffisamment lourde, c'est-à-dire si elle ne termine pas en naine blanche ou en étoile à neutrons, ces surfaces piégées arrivent. Et donc Penrose démontre, c'est un théorème mathématique, les trous noirs existent indépendamment de tout ce qu'on peut dire sur les coordonnées, etc. Et donc c'est cet aspect-là, c'est le théorème de singularité de 1965, donc juste après les premières observations, qui ont fait que le comité Nobel, effectivement, a décidé que, en l'absence d'Einstein et Schwarzschild qui étaient morts, on a donné le prix Nobel à Penrose pour la prédiction théorique des trous noirs dans le monde réel. Et du coup, David, pourquoi on a donné aussi le prix Nobel à Guez et Genzel? Alors eux, ce qu'ils ont fait, c'est que justement, ils ont regardé avec Gravity, avec le VLT pour Genzel et puis avec le Keck pour André Guez, en même temps, en parallèle, du côté américain et du côté européen, les étoiles qui tournaient autour du centre de la Voie lactée et qui confirmaient justement l'existence réelle de ces objets. Donc je pense que c'était important pour le comité Nobel de combiner les deux parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont vu un trou noir, parce qu'ils ont vu un objet très compact. Et grâce aux travaux de Penrose, on peut vraiment introduire le concept de trou noir. Une chose aussi qui est intéressante dans l'historique, qui est une étrange coïncidence, c'est que celui qui a rapporté l'histoire du trou noir de Calcutta, qui avait raconté ça, il s'appelle John Holwell, il l'a écrit quand il prenait le bateau pour aller de l'Inde à l'Angleterre, à Londres. Et il a écrit cette lettre qui a donné le nom du trou noir à Calcutta. Et bien, en 1930, à l'âge de 20 ans, Subrahmanyana Chandrasekhar va mettre les premières étapes qui vont permettre de comprendre qu'une étoile peut s'effondrer sans limite quand elle dépasse le seuil de la naine blanche. Et ça, cet article, il l'a écrit sur le même bateau. Sur le bateau qui allait d'Inde à Londres. Le même bateau. Je trouve que des fois, il y a des étranges coïncidences. Ouais, c'est assez fou. Toutes ces histoires que tu nous racontes, David, moi je suis très friande de ça. Et on va revenir un petit peu sur Albert Einstein et les ondes gravitationnelles dont tu nous parlais, Antoine. C'est quoi le lien avec les trous noirs et leur détection? En fait, finalement, il n'y a pas vraiment de lien avec les trous noirs en tant que tels. Il n'y a pas forcément besoin de trous noirs. La seule propriété qu'on utilise des trous noirs, c'est qu'ils sont très très denses, ou plutôt très compacts. On peut avoir aussi des ondes gravitationnelles qui vont être liées à des étoiles à neutrons, qui sont d'autres astres très compacts. Mais bon, donc le lien ici, c'est qu'une des prédictions de la relativité générale, c'est que si on a des phénomènes très très violents, mais violent ça veut dire du point de vue gravitationnel, c'est-à-dire des collisions, où là en fait ce qui se passe c'est que des astres très compacts vont aller spiraler l'un autour de l'autre jusqu'à se fusionner. Si ceci se produit, alors on prédit qu'il va y avoir une émission extrêmement violente d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles, c'est-à-dire de déformation de l'espace-temps qui se propage à la vitesse de la lumière. Ça, c'était une prédiction de la relativité générale qui, là encore, d'ailleurs, a suscité un certain nombre de polémiques au début. On n'était pas sûr, mais peut-être que c'est aussi un système de coordonnées, mais plutôt un problème, un artefact des coordonnées. Bon, mais en fait, non, ça ne l'est pas. On a vraiment bien caractérisé ça maintenant. Mais restait la possibilité d'une détection. Et donc, assez récemment, donc c'est 2015, les premiers, 14 septembre 2015. Voilà, ce qui est assez remarquable d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé des détails expérimentaux, mais c'est une expérience absolument dingue d'un point de vue technique, parce que la précision qu'il fallait atteindre est délirante. Et dès qu'on a allumé l'appareil, je crois que même c'était dans la phase de test, de calibration, hop, on a détecté quelque chose. Donc qu'est-ce que cette détection prouve? D'une part, que les ondes gravitationnelles existent. Et c'est ça la première chose qui a été récompensée à propos de cette expérience. Deuxièmement, qu'il y a quelque chose dans l'univers qui peut les produire. Donc des astres extrêmement compacts. C'est pour ça que ça fournit une preuve supplémentaire de l'existence de trous noirs ou au moins d'objets très compacts. Et puis troisièmement, on a observé que les signatures gravitationnelles, donc par ondes gravitationnelles, et lumineuses, qui d'après la relativité générale doivent être à la même vitesse, arrivent exactement en même temps. Donc c'est vraiment une confirmation que cette théorie, et on a beau faire tout ce qu'on peut pour la tuer dans tous les sens, ça marche quand même extrêmement bien. Et David, tout à l'heure, tu nous as un petit peu expliqué comment on faisait des images de trous noirs. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur l'épisode de Cathy Bouman? Oui, tout à fait. Parce que Cathy Bouman, ce qu'elle a présenté, c'est le résultat c'est une jeune astronome qui a été très impliquée dans un travail d'analyse d'images qui est vraiment très très sophistiqué parce que, en fait, chaque télescope va prendre un petit peu un morceau de l'information. Alors pour comprendre ça, imaginons qu'on ait un très très grand télescope, voilà, avec un très très grand miroir. Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? D'abord, il collecte beaucoup de lumière parce qu'il est très grand, donc on peut voir des objets plus faibles. Mais aussi, il nous permet de voir des détails plus fins, avec une plus grande précision. Sauf que, en fait, du fait de la crise économique, on n'a pas eu le temps de fabriquer un miroir de la taille du globe terrestre.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est dit, on ne va pas le faire en entier. On va enlever un bout là, un bout là, un bout là, un bout là, un bout là. Et à la fin, il nous en est resté 8 bouts. Des petits bouts qu'on appelle des télescopes. Le télescope d'Alma, par exemple, il a 66 antennes, c'est un bout. Et il y a plusieurs bouts comme ça un peu partout. Sauf que maintenant qu'on a tous ces bouts-là, lorsque la lumière arrive sur celui-ci, elle arrive, c'est une onde. Il faut qu'elle arrive de manière synchrone avec celui-ci si on veut faire comme si on avait une image. Sauf qu'en fait, on capture l'information là, puis on l'envoie dans un cerveau, un ordinateur, etc. Puis on va la combiner avec l'autre dans un certain temps. Et donc pour ça, on a une horloge atomique, mais des horloges atomiques qui ont une précision complètement dingue. Si cette tasse du CEA était très belle par ailleurs, si cette tasse du CEA était une horloge atomique et que je la soulevais d'1 centimètre au-dessus de la table, eh bien je verrais le temps s'accélérer. Et si je la repose, le temps ralentit d'une toute petite fraction de seconde. C'est la capacité, à cause de la gravité de la Terre qui va dilater le temps. Ça, on utilise ça pour combiner nos images et ensemble arriver à faire une image. Et derrière ça, il a fallu faire un travail d'imagerie, d'intelligence artificielle. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont un peu triché, en quelque sorte, mais après ils ont testé. Ils se sont dit, est-ce que ça peut être une machine à laver ? Alors, l'outil d'intelligence artificielle a dit peu probable. Est-ce que c'est une tête de chat? Peu probable. Est-ce que c'est une galaxie spirale? Peu probable, machin, etc. Pour savoir si c'était statistiquement pertinent que ce soit telle et telle image. Et donc, ils arrivent à faire des dizaines d'images possibles. Et à la fin, ils vous en présentent une qui est la plus probable, mais qui n'est pas... Voilà. Donc, on n'est plus du tout dans le monde, je prends une photo, je la regarde, oh, magnifique la découverte, c'est fini, c'est fini. En astronomie, maintenant, entre le moment où on capture les informations du ciel et le moment où on comprend ce qu'on a capturé, il s'écoule des mois, voire des années, dans tout ce qu'on fait, même avec le James Webb. Et bien justement, on va parler un petit peu de James Webb. Moi, ce que je trouve incroyable dans ce que vous nous racontez, c'est que quand même, sur une tranche de 100 ans, on a quand même fait des avancées assez conséquentes en matière de connaissances, détection, imagerie des trous noirs. Du coup, comme tu le disais, James Webb il a été lancé assez récemment. Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui comme nouvelle découverte au sujet des trous noirs et comment James Webb il peut avoir un peu un rôle à jouer là-dedans? Alors, effectivement, au début, le James Webb il a été lancé pour l'étude des sources de lumière, pas pour les trous noirs. Il a été lancé pour trouver les premières étoiles, les premières galaxies. Mais il se trouve que peut-être l'une des plus surprenantes découvertes du James Webb concerne les trous noirs, de manière totalement inattendue. On a d'abord vu que l'univers avait la rougeole. C'est-à-dire qu'il avait plein de petits points rouges, un peu comme si tout d'un coup il était malade, des petits points rouges qu'on n'avait jamais vus. Alors, tout de suite, on s'est dit comment on va le soigner, etc. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une crise économique aujourd'hui? Il a la rougeole. Ça, c'est James Webb. C'est James Webb qui a vu ça. C'est-à-dire que dans l'image du James Webb, on regarde l'image, on voit une image du ciel comme d'habitude, sauf qu'il y a des petits points rouges. Alors là, on a regardé qu'est-ce que c'est que ces petits points rouges. Alors, entre nous, il s'est passé un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que les gens ont commencé à sortir des théories complètement dingues. Ils ont dit ces petits points rouges, ce sont des galaxies tellement massives qu'elles sont nées avant le Big Bang. Pardon, mais le Big Bang, c'est quand même le début. Donc, être né avant le début, c'est un petit peu compliqué, etc. Bon, les gens sont partis dans le délire. Et puis maintenant, on a compris. On a compris que ces petits points rouges, c'était des trous noirs massifs dans des galaxies déjà bien formées et qui sont très nombreuses. Ça, c'était le début. Puis on a analysé les images et on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres galaxies 10 fois plus, qui sont aussi peuplées de trous noirs de plusieurs millions, milliards de fois la masse du Soleil. Et là, on a dit, attendez, 2 secondes. Comment on va faire maintenant? Parce qu'avant, notre théorie, c'était simple. Plus ou moins, on fait une grosse étoile, 400 fois la masse du Soleil, elle s'effondre, elle fait un petit trou noir, et puis elle grossit. Mais là, on n'a plus le temps. Donc maintenant, tout le monde convient de l'idée que les trous noirs, ont dû naître de manière spontanée. Des trous noirs massifs qui sont nés de manière spontanée, peut-être avant même la première étoile. Et on se demandait qui est né en premier, l'étoile ou la galaxie? Le trou noir. Et enfin, le trou noir qui est là au moment de la naissance de la galaxie semble jouer un rôle dans la mort des galaxies. Et c'est donc un acteur qui accompagne l'histoire d'une galaxie comme une source de régulation de la vie et la mort d'une galaxie avec des questions qui sont encore ouvertes. Donc là, aujourd'hui, je ne prétends pas dire qu'on a compris, je dis juste qu'avec le James Webb, pour répondre à la question, la pertinence du rôle des trous noirs dans l'histoire de l'univers et de ces cellules qu'on appelle les galaxies est devenue imparable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le trou noir est un acteur central et tout le monde s'interroge sur son rôle. Alors moi, en coulisses, tu m'as vendu une petite explication à base de fruits à noyaux.
Oui, tout à fait. Voilà. Alors, Devant toi, une corbeille à fruits. Voici. Alors ça. Ça c'est incroyable, c'est pas du tout prévu. Incroyable. C'est incroyable cette synchronicité. Voici une Mirabelle, comme dirait mon collègue Félix Mirabel qui travaille sur les trous noirs. Donc voici une Mirabelle. Si je la mange, elle est mûre, elle est très bonne. Je trouve dedans un noyau. D'accord. Bon. Maintenant, quelqu'un passe après moi, il voit la Mirabelle comme ça, elle est morte. Elle n'est plus dans l'arbre, elle n'est plus vivante, etc. Bon, voilà. Et il voit un noyau. Il se dit, c'est lui la cause de la mort de la Mirabelle. Il ne peut pas savoir qu'il était là dès le début, au moment de la naissance, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce noyau, il est dans toutes les Mirabelles. On va les manger toutes, devant vous, et on va vous prouver qu'il n'y a pas une Mirabelle sans noyau. Qu'est-ce qu'on a découvert en étudiant les galaxies? On a découvert qu'il est... Avant, on se demandait s'il y avait des trous noirs dans l'univers. Aujourd'hui, la découverte, ça serait de trouver une galaxie qui n'a pas un trou noir en centre. Ah oui. Un trou noir supermassif au centre. C'est impossible. Celui qui trouve une galaxie sans trou noir va publier un article dans Nature et va faire la une des journaux. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Donc ça veut dire que le trou noir est à la galaxie ce que le noyau est à la Mirabelle. C'est-à-dire qu'il est là depuis sa naissance, il l'accompagne, il participe à son existence. Voilà. Ça, c'est fondamental. Et encore aujourd'hui, là, il y a quelques jours, on a publié un article dans le journal Nature où on montre que dans l'univers d'aujourd'hui, proche, la quantité de réservoirs de matière qui permet aux galaxies de donner naissance à des étoiles est très liée à la masse du trou noir. Ce qui suggère que le trou noir est vraiment un acteur fondamental pour comprendre comment la matière nourrit les galaxies et nourrit les nouvelles naissances d'étoiles. On n'en est qu'au début, mais c'est aussi important à comprendre que le fait que dans n'importe quel fruit, il est là, et donc dans toutes les galaxies, il est là, et c'est vraiment un acteur qui est là au moment de la naissance, au moment de la mort, au moment de toute son existence. Un collègue, Joe Silk, et d'ailleurs Félix Mirabel aussi dit, pour conclure, que le trou noir, en fait, est un fécondateur d'univers et qu'il est à l'origine de la naissance des premières étoiles. Ce n'est pas du tout quelque chose que tout le monde accepte, mais j'aime bien cette idée-là parce qu'elle est à contre-courant. Oui. Et ce que je retiens, moi, c'est surtout que les trous noirs, ça donne faim entre les spaghettis et les fruits à noyaux. Bien sûr, j'avais pas pris de dessert. C'est vrai. Peut-être qu'une chose que les gens se demandent, c'est mais comment est-ce qu'un trou noir peut jouer un tel rôle aussi important alors qu'on le voit que comme quelque chose qui aspire, qui détruit, qui ne va pas créer, quoi. On ne peut rien en extraire. Et donc, c'est une chose que je voulais dire, c'est que quand on a un trou noir en rotation, on peut en fait extraire des choses, extraire de l'énergie. Et alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Une façon, c'est déjà, ça c'est indépendant du trou noir, mais quand on a un effondrement gravitationnel de matière, ça peut être du gaz, des planètes, des étoiles, n'importe quoi, qui va tomber, alors on a une émission d'énergie qui est liée à juste la perte d'énergie gravitationnelle, et ça peut être absolument gigantesque. Et donc c'est comme ça que les quasars, qu'on pensait être des quasars, mais qui sont par exemple le trou noir central d'une galaxie qui est très très lointaine, mais qui émet une lumière plus que toute la galaxie, même beaucoup plus que la galaxie dont il est le centre. Et cette énergie vient de l'effondrement gravitationnel. Donc ça, c'est une première façon. Et il y a même une deuxième façon qui est encore plus efficace, qui est en fait la source d'énergie la plus efficace de toutes, bien devant la fusion nucléaire ou tout ce qu'on veut, on a parlé des trous noirs en rotation, et les trous noirs qui sont dans les galaxies tournent, comme tous les trous noirs, et en fait on peut extraire de l'énergie d'un trou noir en rotation. Et c'est Penrose d'ailleurs c'est pour ça que je voulais le mentionner, c'est Penrose qui a découvert ce mécanisme. En fait, on peut s'approcher suffisamment près du trou noir pour rentrer dans une zone qui n'est pas dans l'horizon des événements, mais qui est dans ce qu'on appelle l'ergosphère, et qui est une zone très très étrange où, vous savez, parfois on dit dans l'horizon des événements, c'est l'espace qui devient le temps et inversement, et c'est pour ça qu'on va à la singularité. Là, c'est la rotation qui devient le temps, donc on est obligé de tourner, on ne peut plus rester immobile. Et quand on est dans cette zone-là, on peut profiter de certains mécanismes pour extraire de l'énergie. Et là, on a une rentabilité qui peut être 30%, alors que la fusion nucléaire, ça va être 1%, et la chimie, beaucoup moins. Donc ça, c'est un point qui me semble intéressant à mentionner. Et tous les trous noirs qu'on voit ont cette possibilité-là, en principe. Après, je ne sais pas, est-ce que donc ce processus de Penrose pour extraire l'énergie, est-ce que lui, il est pertinent, ou est-ce que finalement c'est que l'effondrement gravitationnel qui... Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, effectivement, on a ces deux mécanismes. On a
la libération de l'énergie gravitationnelle lorsque la matière tombe, qui va chauffer à des millions de degrés, qui va faire de la lumière. Donc, là, effectivement, c'est 15 fois plus efficace que la fusion nucléaire, parce que la fusion nucléaire, c'est 0,7% de MC2, le E égale MC2. Eh bien, ça se voit tous les jours. Dans le centre du Soleil aujourd'hui, il y a 700 millions de tonnes à chaque seconde d'hydrogène converti en hélium. Et 0,7% de ça, c'est-à-dire 4 millions de tonnes, devient de la lumière à chaque seconde. C'est ça qui fait la lumière du Soleil. Mais, comme disait Antoine, il y a plus efficace que ça. D'abord, je chauffe à des millions de degrés et je rayonne comme 1000 milliards de soleils. Et cette puissance lumineuse, ça peut faire un vent, ça peut faire, c'est-à-dire que c'est une pression lumineuse. Si je chauffe, comme les vents, si je chauffe un endroit, il y a des vents, pareil dans la galaxie. Mais quand on s'approche de l'ergosphère et que la matière se met à tourner, alors là, il y a le mécanisme de production des jets de matière qui reste un peu débattu, c'est-à-dire que quelle est la proportion de cette énergie qui vient de l'ergosphère, quelle est la proportion qui vient simplement de la rotation du disque d'accrétion autour, etc. C'est pas tout à fait clair, mais il est tout à fait possible que ce mécanisme nourrisse ça. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit de la matière qui part sur des centaines de milliers d'années-lumière et qui font des jets comme ça. Et alors, il existe des endroits où on voit leur impact. Ce sont les mégalopoles cosmiques. Ce sont des amas de galaxies, avec environ 1000 galaxies, qui sont peuplées de matière diffuse intérieure, de matière intergalactique. Et on voit le jet qui tire dedans et qui bouge dedans et qui crée des remous, comme ça, qui montrent bien que ce puissant jet empêche la matière de venir nourrir la galaxie. Vous savez, ces gens qui ont un espèce d'aspirateur inversé pour enlever les feuilles. Ouais. Voilà. Eh bien, un trou noir, c'est un aspirateur inversé. Ce n'est pas un aspirateur, c'est un aspirateur inversé. C'est-à-dire qu'il fait ses jets comme ça et il enlève toutes les feuilles. Or, ce qu'il enlève, c'est la matière qui aurait nourri la galaxie. Et bien justement, les galaxies qui ont ces trous noirs très massifs avec ces jets sont des galaxies stériles qui n'ont plus formé d'étoiles depuis des milliards d'années parce qu'on a empêché la matière de rentrer. Donc en fait, on pense que le jet, aujourd'hui, pendant longtemps, les gens ont débattu entre la lumière et le jet, mais moi, nos travaux, disons qu'on a un certain parti pris qui est que c'est plutôt le jet qui va agir effectivement. C'est probablement lié à l'ergosphère parce que c'est une énergie quand même assez prodigieuse qui va assez loin. Et que donc ça, c'est la clé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'univers. J'ai une petite question qui me vient tout à coup, vu que je ne suis pas experte de trous noirs, mais en fait, depuis tout à l'heure, on parle du fait de s'approcher, de s'étirer, de matière, etc. C'est quoi les ordres de grandeur des trous noirs? C'est quoi le trou noir le plus proche et c'est quoi leur taille? Alors, ça me paraît hyper abstrait dans ma tête. Donc, c'est pour ça que j'ai montré une bille tout à l'heure, pour dire un ordre de grandeur. Voilà, si la Terre était un trou noir, elle aurait la taille de cette bille qui est de, on va dire, un diamètre de 1,75 cm de diamètre. Et juste pour que ce soit clair, pas cette Terre-là, la vraie Terre. La vraie Terre. Toute la Terre, alors cette taille-là. Voilà. C'est donc 40 000 km de circonférence, 6 400 de rayon. Voilà, c'est là. Le Soleil, ça serait un rayon de 3 km. Rayon de 3 km, donc diamètre de 6 km. Alors le Soleil, c'est une fois la masse du Soleil, parce que le Soleil, c'est le Soleil, il est une fois la masse du Soleil. Facile à retenir. Je prends le trou noir au centre de notre galaxie, donc Sagittarius A star, comme on l'appelle. Entre nous, vous allez me dire, ah c'est marrant, star comme une star de cinéma, etc. Non, c'est pas marrant, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Ah bon? Oui, c'est parce qu'en fait, les auteurs qui ont vu cette source-là, ils se sont dit « Ah, c'est super excitant, etc. » Or, un atome, quand il est excité, on met une étoile, on l'appelle star. Donc, ils ont dit bah, « On est tellement excité qu'on va l'appeler star. » Donc, c'est vraiment pour ça. Ça n'a rien à voir, c'est rien de scientifique. Bon, je passe. Et donc, 4,3 millions de masse solaire fois 3 km, ça fait 12 millions de kilomètres le rayon, donc la distance entre la singularité et l'horizon du trou noir. Voilà, 12 millions de kilomètres. Si maintenant, je prends un trou noir qui fait 1 milliard de fois la masse du Soleil, 1 milliard de fois la masse du Soleil, ça fait 3 milliards de kilomètres. Alors maintenant, en termes de densité, je vais vous dire une dernière chose. Il y a dans cette pièce de l'air. On ne s'en rend pas compte, mais si on l'enlevait, on s'en rendrait compte. Bon. Il est là, il ne nous empêche pas de nous voir, etc. Il est vraiment très peu dense, je passe ma main là-dedans. Si le système solaire était rempli de l'air qui est dans cette pièce, ça serait un trou noir. Si le système solaire était rempli de l'air qui est dans cette pièce, ça serait un trou noir. C'est-à-dire qu'il aurait le critère d'avoir assez de masse dans une zone donnée pour que la lumière ne puisse pas en sortir. Ça veut dire que la lumière du Soleil, si le système solaire était rempli d'air transparent, personne ne verrait le Soleil parce que la gravité serait telle que la lumière ne pourrait pas en sortir. Alors, ça serait si je le forme comme ça. Ensuite, l'air va s'effondrer vers le Soleil parce que la gravité serait telle que... Et puis ça finirait par former une singularité, bien sûr.
Mais la densité, si on le mettait à l'échelle de l'horizon d'un trou noir galactique, c'est la densité de l'air. C'est vrai que pour dire, on a dit qu'on ne mettait pas tellement de formules et tout ça, mais là c'est une formule très très simple. Le rayon de l'horizon, en fonction de la masse, c'est dans les bonnes unités, mais c'est proportionnel à la masse. Et donc c'est vrai que la densité, on peut la calculer. La densité, c'est quoi? C'est le volume. Donc volume, c'est proportionnel au rayon au cube. Mais le rayon, c'est proportionnel à la masse. Donc c'est la masse au cube. Ça, c'est le volume. Et donc la densité, c'est quoi? C'est la masse divisée par le volume. C'est la masse divisée par la masse au cube. Et donc c'est 1 sur la masse au carré. Donc en fait, plus le trou noir est gros, moins il est dense. Et donc c'est pour ça que si on en prend un trou noir vraiment très très gros, ça peut être moins dense que l'air. Et peut-être pour donner d'autres ordres de grandeur, comme moi j'ai parlé de rotation tout à l'heure, c'est intéressant la rotation, parce que comme je l'ai dit, c'est dur déjà de définir qu'est-ce que ça veut dire qu'il tourne, parce qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce qui tourne? Il n'y a rien. Et donc en fait, ce dont on mesure qu'il tourne, c'est l'espace-temps lui-même, à quelle vitesse il tourne. Et il y a une limite maximum qui est celle de la lumière. Et donc si on divise par cette limite, en fait, un trou noir, il tourne entre 0 et 1. 0, ce serait 0 et 1, ce serait la vitesse de la lumière. Et en fait, on a vraiment un peu tous ces ordres de grandeur. Donc le trou noir au centre de la galaxie, il va être à, je sais pas, 0,4 ou quelque chose comme ça. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe si on le fait tourner plus vite? Et donc là, ce qui se passe, c'est que cet anneau de singularité dont je parlais tout au début, il devient nu. Ça ferait une singularité nue. Donc si on a un trou noir qui tourne trop vite, a priori, ça pourrait être possible, mais dans ce cas, on a une singularité nue, donc on pense que ce n'est pas possible. Et donc même les trous noirs ne peuvent pas tourner plus vite que la lumière. Donc, parce que ça interdit moins de 18 ans, ou je ne sais pas pourquoi. Alors effectivement, on pourrait dire, ah ben, pourquoi pas. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un pari, Hawking avait fait un pari sur le fait que la censure cosmique, cette idée que les singularités ne pouvaient pas être visibles, n'avait pas tellement de raison d'être, mais je pense qu'il a admis plus ou moins que en fait, c'était quand même... D'ailleurs, c'est exactement, puisqu'il avait dit, s'il perdait le pari, qui était Kip Thorne, je crois, il offrait un abonnement d'1 an à un magazine érotique à Kip Thorne, justement au sujet de la singularité nue. Et donc, un beau jour, puisqu'on parle de trou noir, un beau jour, la femme de Kip Thorne reçoit les magazines érotiques auxquels est abonné son mari. Il dit, chérie, j'ai reçu ça. Et donc le mari dit, oui, c'est Stephen, on a fait un pari au sujet des singularités nues. Voilà, bon, c'était assez délicat comme histoire. Et autre chose, puisqu'on en est là, puisque les gens qui sont restés jusque-là, je pense que maintenant ils ont plus que 18 ans, c'est que lorsque John Wheeler a voulu publier le premier article scientifique, parce que j'avais parlé de l'article qui était en 1963 de la journaliste qui disait « L'univers pourrait être parsemé de trous noirs », le premier article scientifique proposé par John Wheeler, où il parle des trous noirs, a été refusé au début, parce qu'ils ont dit que c'était trop salace, que ça ne pouvait pas aller, etc. Et donc il a insisté, il a réussi à le faire passer. Et puis quelques années après, il a insisté en disant « De toute façon, les trous noirs n'ont pas de poils ». Et c'est le théorème Et donc, comme quoi les scientifiques... Bon, John Wheeler, c'est un très grand scientifique avec aussi un sens de l'humour. Et vous voyez que les trous noirs libèrent l'imagination. Et super, moi j'adore ces anecdotes, hein. Enfin, je pourrais boire tes paroles. On peut faire un live, on peut faire une vidéo qui dure 3 heures de toutes les anecdotes que tu as autour des trous noirs, c'est incroyable. Antoine, je voulais que tu nous parles un petit peu de mécanique quantique. On vient de parler de Stephen Hawking. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment la mécanique quantique, elle modifie notre conception des trous noirs? Oui, donc ça, alors, est-ce que je peux l'expliquer? C'est pas sûr, parce que personne ne peut vraiment, mais je peux dire quel est au moins le problème. Donc déjà, il y a ce dont on parlait juste avant, le fait qu'on peut extraire de l'énergie d'un trou noir. Un trou noir donc, peut perdre de la masse, parce que la masse, c'est l'énergie. Donc déjà, ça pourrait être un paradoxe. Et en fait, il n'y a pas de paradoxe là-dessus, parce que rien ne dit qu'un trou noir doit avoir une masse qui augmente. En revanche, ce que Hawking a contribué à démontrer, c'est qu'il y a une loi de conservation qui a l'air, enfin qui n'est pas l'air, qui est pareil, c'est un théorème de relativité générale mathématique, qui est que l'aire de l'horizon, elle ne peut qu'augmenter. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en tournant en rotation, on a parlé tout à l'heure du processus d'extraction de Penrose, si on extrait de l'énergie par ce moyen, la vitesse de rotation va ralentir, donc le trou noir va perdre de la masse, mais il va aussi perdre de la vitesse, et en fait, l'aire de l'horizon, elle augmente, parce que le trou noir sera moins aplati. Et donc ça marche. Donc on voit que l'aire de l'horizon ne peut que croître. C'est une loi vraiment absolue et fondamentale qui ne dépend pas non plus de faire des approximations. C'est un théorème très très clair. Et cette idée-là a donné
à la suite d'autres idées aussi, mais voilà, raconter toute l'histoire, il y a une longue histoire, mais a donné l'idée de faire une espèce de thermodynamique des trous noirs. Il y a une autre quantité en physique qui ne peut qu'augmenter, c'est l'entropie, c'est le désordre du monde en thermodynamique. Et l'idée a été de faire un parallèle. Au début, c'était un peu juste un parallèle comme ça, il y a deux quantités qui augmentent. Pourquoi ne pas dire que l'air de l'horizon, c'est une sorte d'entropie. Et ce que Hawking a vérifié, et c'est là que c'est devenu vraiment une idée précise, c'est qu'en effet, on peut dire que c'est une entropie, et s'il y a une entropie, il doit y avoir une thermodynamique, et donc il doit y avoir une température. Et donc les trous noirs, alors qu'on disait rien ne s'en échappe, à part l'énergie dont on a parlé tout à l'heure, mais ça c'est un effet classique, mais même un trou noir immobile, on peut extraire quelque chose. Ce qui est extrait, c'est un rayonnement d'une très 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 faible température. Et cette température, c'est quelque chose de physique. Elle est liée à ce qu'on appelle la gravité de surface à l'horizon. Et en fait, pour le mesurer, il y a une expérience qu'on peut faire, enfin qu'on pourrait faire si on... Mais c'est ce que les théoriciens appellent des expériences. C'est on prend une petite bille, on prend un fil, et alors on va à l'infini de l'univers. C'est la première étape. Et puis deuxième étape, on balance la bille jusqu'à l'horizon du trou noir. Et là, on essaie de la tenir en équilibre à l'horizon avec le fil. Et on mesure quelle est la force qu'on obtient. Parce que si on était à l'horizon et qu'on se dit quelle est la force qu'on ressent, ben là c'est infini parce qu'on, comme on l'a dit, à l'horizon on tombe forcément. Mais à cause du fait qu'on est très très loin et qu'il y a des décalages de temps, etc., c'est déformé et donc il y a une force finie. Ça c'est la gravité de surface. Et cette gravité de surface, Hawking a démontré, en utilisant justement les principes de la mécanique quantique, que ça correspondait à une température. Et c'est très 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 faible, donc la température d'un trou noir est extrêmement faible. Elle est, comme la densité, elle est d'autant plus faible que la masse est importante, mais elle existe. Et donc le trou noir, il rayonne, et donc ça veut dire que même si on ne fait rien, eh ben, il va perdre de la masse petit à petit. Au bout de, alors la durée, là tu parlais d'ordre de grandeur tout à l'heure, là les ordres de grandeur sont complètement délirants, ça va être des milliards de fois la durée de l'âge de l'univers, mais tous les trous noirs deviennent de plus en plus petits, ils s'évaporent petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste peut-être plus rien. Et donc c'est là que les problèmes commencent, parce que s'il ne reste plus rien, où est passé tout ce qui était parti dans le trou noir au début? On peut se dire, ah bah c'est parti en rayonnement. Effectivement, l'énergie se conserve et ça va bien. Mais là où la mécanique quantique dit qu'il y a un problème, c'est du point de vue de l'information. La mécanique quantique dit que tous les processus sont réversibles. Le mot technique, c'est unitaire. On peut toujours revenir en arrière. Mais si on voit juste un trou noir qui s'évapore et qui n'émet que de la chaleur d'un rayonnement thermique, qui ne contient aucune information, comment on peut savoir si on avait jeté dans le trou noir, si on avait jeté un dictionnaire, un globe, des mirabelles, etc. On ne peut pas. Et donc là, ça c'est ce qu'on appelle un peu le paradoxe de l'information des trous noirs. Et alors il y a eu énormément de raffinement de ça, et bon, ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière. Mais voilà, c'est le début de la théorie quantique des trous noirs. Voilà, c'est pour le dire le début. Si tu as d'autres questions, on pourra aller plus loin après. Ah ouais, il y a encore une infinité de choses en fait. On est qu'aux prémices de la compréhension de ce que sont les trous noirs. C'est vrai que pour revenir sur ce point-là, c'est vrai qu'un point sur lequel c'est intéressant d'insister, c'est que du point de vue cosmologie, formation des galaxies, etc., on a vu que c'était un acteur central. Du point de vue de la théorie, moi je suis un théoricien, c'est aussi finalement peut-être l'acteur le plus central parce que c'est la seule situation physique où vraiment on va mettre ensemble ces différents domaines de la physique qui sont habituellement assez séparés. Là, on a vraiment un domaine gravitationnel avec une très forte courbure à l'intérieur, etc. et les principes quantiques. Et c'est cette cohabitation qui fait que c'est difficile et qui fait que c'est un objet d'étude fascinant. Donc c'est vraiment moteur aussi en physique théorique. Et en parlant d'objets d'étude, il me semble que cette année, vous avez été les auteurs d'un article et d'une publication. Qu'est-ce que nous apprennent vos nouveaux travaux? C'est vrai qu'il y a ces deux aspects. D'un point de vue théorique, on a l'impression qu'on peut avoir une piste pour réconcilier la théorie quantique et la relativité. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue humain, Stephen Hawking, quand il a commencé à travailler là-dessus, ça m'intéresse toujours de savoir comment les gens font ces découvertes inattendues. Et il n'était pas d'accord avec un autre qui s'appelait Jacob Bekenstein, qui travaillait avec John Wheeler, qui avait été le premier à dire qu'il y avait cette histoire d'entropie du trou noir. Et Hawking a dit c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que s'il y avait une entropie du trou noir, alors il y aurait une température. Et s'il y avait une température, il rayonnerait. Et s'il rayonnait, c'est contradictoire avec l'idée du trou noir. Et donc il a voulu démontrer que c'était faux. Et c'est en essayant de démontrer que c'était faux qu'il a trouvé que c'était vrai. Et donc il l'a écrit. Mais alors,
il était embêté puisqu'il fallait qu'il dise que l'autre avait raison. Et alors, je ne sais pas si tu sais, mais si tu regardes l'article, il dit, à la fin de l'article, incidemment, il y a quelqu'un qui s'appelle Bekenstein, et il fait une faute d'orthographe dans le nom. Il fait une faute d'orthographe dans le nom, il ne cite même pas l'article. Qui a regardé ça, etc. Et, tout. Et lui-même, Bekenstein, c'est un peu comme Copernic, où on dit, oui, bon, il dit que la Terre tourne autour du Soleil, mais c'est une hypothèse mathématique. Pareil, Bekenstein, il dit, bon, effectivement, ça, dans son papier, il dit, ça fait une température, mais bon, je ne dis pas que c'est une vraie température, hein, attention, hein, non, je reste... Mais effectivement, etc. Donc, c'est étonnant. Et il y a des gens qui ont développé, avec Padma Dabang, par exemple, ou Ted Jacobson, etc., qui ont développé les mathématiques de cette thermodynamique. Et là, ils ont retrouvé les équations d'Einstein. Alors là, il y a une phrase de Padma Dabang qui est assez intéressante et un peu troublante. Il écrit dans un article, « C'est tellement beau que ça ne peut pas ne pas être vrai ». Et c'est là où on atteint les limites, parce que Kepler, c'est ce qu'il a limité dans sa compréhension de l'univers. Il se dit, c'est tellement beau la sphère, et puis il arrive avec des ellipses. Une ellipse, c'est horrible, il y a deux centres. Le Soleil, dans un des centres, dans l'autre, il n'y a rien. C'est quoi ça? Eh bien, alors, c'est pas beau. Alors, est-ce que l'univers doit être beau? Ou est-ce que c'est nous qui le rendons beau artificiellement, et c'est à cause de ça qu'on perd notre temps? Alors nous, dans nos travaux, on essaye de comprendre dans nos articles comment les galaxies donnent naissance à leurs étoiles, comment elles croissent au cours du temps, etc. Et on se rend compte que c'est très lié à l'entropie encore. Moi, je travaille sur une étude sur l'entropie justement aussi parce qu'on se rend compte que le principe qui fait que le monde s'organise, c'est étonnant parce qu'on dit que le monde va toujours vers plus de désordre et il fait les atomes, les molécules, les étoiles, les planètes, la vie, etc. Donc il y a une contradiction ou pas? En fait, il n'y a pas de contradiction. C'est que la lumière est une source d'entropie. Plus on fait de photons, plus on crée d'entropie. Et en fait, c'est comme ça que les structures se forment. Pour nous, on dissipe l'énergie sous la forme de lumière et ça crée beaucoup d'entropie. Et donc, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inconvénient. Et dans cette histoire-là, dans cette histoire de création d'entropie, on se rend compte que c'est d'autant plus efficace quand ça se fait de manière régulée. Et c'est pour ça que les étoiles, elles ont un état d'équilibre qui va optimiser la quantité d'entropie produite par le nombre de photons. Et les galaxies aussi. Et donc pour moi, l'énigme sur laquelle je travaille aujourd'hui, c'est ça, c'est comment se fait-il que les galaxies s'autorégulent, un peu comme un métabolisme, avec, si ça va un peu trop vite, il y a des petites supernovae qui ralentissent, il y a des trucs, etc. C'est pas une intention, c'est juste que c'est un mécanisme qui fait que ça se fait comme ça, un peu comme nous. Et on a presque l'impression que finalement la vie, c'est une extension de ces mécanismes physiques qui sont là, où chaque acteur joue son petit rôle comme ça, et des lois assez similaires, quoi. C'est ça qui me passionne en ce moment. D'ailleurs, la vie du point de vue chimique, c'est ça aussi. Ça diminue localement l'entropie en évacuant de la chaleur. C'est pour ça qu'on émet de la chaleur. Donc c'est la même chose. Et toi, Antoine, tu veux nous parler un peu de tes derniers travaux ? Alors oui, je peux parler un petit peu de mes derniers travaux qui concernent, alors pas forcément des trous noirs spécifiquement, mais je peux mentionner, disons, un domaine qui est donc le grand domaine de la gravitation quantique, qui est un des grands mystères un petit peu, dont on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants. Une chose qui a été réalisée au cours des quelques décennies qui nous précèdent, c'est la théorie des cordes, qui donne une version cohérente, disons, de la gravité quantique. Donc c'est un modèle, on ne sait pas si c'est le modèle qui décrit notre univers, mais on sait que c'est un modèle cohérent, et donc on peut essayer de voir si les paradoxes restent ou pas. Et donc une des choses sur lesquelles on peut essayer de travailler, c'est voir si l'entropie dont parlait David, qui est associée à cette thermodynamique des trous noirs, on peut essayer de voir si vraiment ce n'est pas juste une entropie telle qu'on la connaît dans le monde de tous les jours. Donc l'entropie, qu'est-ce que c'est d'un point de vue physique statistique? C'est, on a un objet, par exemple l'air dans la pièce, et c'est qu'une description statistique, on n'enregistre pas où sont toutes les molécules, etc. On dit, bon voilà, c'est ça. Et l'entropie, ça qualifie quel est le nombre de petits états microscopiques différents qui, d'un point de vue macroscopique, correspondent à la même chose. Et donc pour le trou noir, c'est un petit peu pareil. On a un trou noir, on a dit que ça n'avait pas de poils ou pas de cheveux au début, mais peut-être que ça, c'est juste parce qu'on le voit de très loin, en gravité. Si on avait accès à tous les petits détails, on verrait peut-être un certain nombre de ce qu'on appelle les micro-états. Et donc s'ils existaient, alors on pourrait les compter. Et si on peut les compter, alors il faudrait que ça colle avec les prévisions de Bekenstein et Hawking sur la température. Et c'est une des choses que, en théorie des cordes, dans des modèles pas vraiment réalistes, parce que dans des dimensions différentes, etc., mais
ça marche quand même. Et donc ça donne une confirmation, disons, théorique que effectivement cette entropie, c'est probablement une vraie entropie. Et les travaux qui sont, enfin plutôt les questions qui sont encore ouvertes, c'est pour un trou noir, vraiment le trou noir au centre de la galaxie par exemple, quels sont vraiment ces micro-états, comment est-ce qu'ils sont encodés, quel est leur support. Et donc ça, c'est des questions qui sont encore ouvertes. Mais voilà, donc moi je travaille sur, disons de façon très large, ce genre de questions-là et les liens avec la théorie quantique des champs. Voilà. David, tu veux rajouter quelque chose ? Ah bah non, moi je trouve que c'est très intéressant. Moi je suis passionné par ça parce que moi je ne suis pas un théoricien et c'est extrêmement important qu'il y ait ces deux approches. Parce qu'en fait, on ne sait pas d'où va venir la prochaine avancée. Ça peut être de résoudre un problème mathématique qui nous a bloqués jusque-là et qui va nous permettre de voir, comme ce qu'avait fait Penrose, voilà, qu'Antoine demain, là maintenant en rentrant, il va se dire « c'est marrant cette histoire de… C'était quoi? C'était une Mirabelle? Je ne sais pas. » Et puis paf, il va débloquer le truc. Ou bien je rentre au labo, pas moi parce que je regarde les étudiants travailler. Non, je regarde. Et mon étudiant me dit c'est bizarre, j'ai trouvé ce truc-là. Ah, voilà. Et il faut donc le point commun entre les deux, c'est comment peut-on garder un esprit suffisamment ouvert pour voir quelque chose qui ne colle pas avec ce qu'on attend. Et ça, c'est la source de la jeunesse en nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rester comme un enfant qui s'émerveille face à quelque chose de nouveau. Quand on regarde un avion, oh l'avion. Oui, quand j'avais mes enfants petits, je me rappelle une fois, je traversais la rue avec des collègues et j'ai dit, oh l'avion. Ils me regardaient, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y avait pas d'enfants qui étaient là. Et ce moment-là où on a le oh l'avion effect, il faut qu'on soit capable de l'avoir parce qu'on s'habitue. Il s'habitue à ces équations, je m'habitue à mes images et finalement on a nos a priori, etc. Comment on est capable de voir quelque chose de nouveau? Ça, c'est un défi pour l'humanité. C'est d'être capable d'accepter l'impossible et des choses complètement dingues. Et même, par exemple, pour moi, en tant qu'observateur, c'est d'être capable d'écrire un article en disant, voilà, on voit un truc là, ce truc-là, en fait, je ne comprends pas. En fait, c'est même pas possible d'après ce que je sais, mais je le publie quand même pour qu'on puisse avancer. Et bien aujourd'hui, on se l'interdit. On se l'interdit la plupart du temps parce qu'on ne publie que ce qu'on comprend et que si c'est très difficile de publier quand on ne comprend pas quelque chose. Et ça peut être une source de blocage. Donc il faut arriver à décapsuler nos esprits. Et je pense que le concept de trou noir, c'est un décapsuleur. Parce qu'il existe, maintenant on sait qu'il existe, et il est impossible. La théorie d'Einstein ne l'explique pas. On sait qu'il y a une théorie derrière la théorie d'Einstein, puisqu'elle ne marche pas là. D'ailleurs, elle ne marche pas aux deux extrêmes. Si je vais au centre d'un trou noir, elle ne marche pas. Si je vais dans l'infiniment grand, elle ne marche pas non plus, parce que l'univers est en expansion accélérée sous une forme d'énergie qu'on ne comprend pas, qui est peut-être la constante gravitationnelle d'Einstein, peut-être pas. Le satellite Euclide est en train d'analyser ça. Et ces deux extrêmes qui n'ont a priori rien à voir, l'infiniment grand en expansion accélérée et le centre d'un trou noir, sont les deux faces d'une même pièce probablement. Et c'est ça qu'on attend. C'est-à-dire que demain, à 15h30, quelqu'un va nous dire enfin la réponse à cette question-là. 15h45 peut-être. Alors nous, on attend. C'est des jolis mots de fin, je trouve, pour cet échange. En tout cas, merci beaucoup David et Antoine. Moi, j'ai trouvé que du coup, la discussion avec vos deux visions vraiment complémentaires, c'était très enrichissant. Je suis contente aussi parce que j'ai l'impression qu'on a réussi à remettre beaucoup de vie dans ce que sont les trous noirs, parce que c'est souvent connoté un peu, ça fait peur, on ne comprend pas, c'est noir, c'est un trou, etc. Et là, vous avez réussi à nous expliquer comment ça pouvait être générateur de vie, comment il y avait beaucoup de matière qui était impliquée là-dedans. Donc merci, moi j'ai trouvé que c'était très chouette. Ça va être la fin de cette conférence. En tout cas, si ça vous a plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager. Et puis pour vous tenir au courant des prochaines vidéos conférences sur la chaîne du CEA, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on n'a plus qu'à vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.